Je repasse la parole à Daniel Breuer pour un point de vue très important, un point de vue de collectivité et d'élus, sans lesquels il ne pourrait pas y avoir d'agriculture urbaine. À vous. Merci. D'abord, je voudrais vous remercier. Souvent, les associations inventent la société de demain en se posant les questions que la société pose. Donc, c'est avec un grand plaisir que je viens ici. Je suis donc vice-président de la métropole du Grand Paris, en charge de la nature en ville, du patrimoine paysager et de l'agriculture urbaine. Donc la plus belle délégation de cette métropole, ce que mes collègues ignorent pour la plupart d'entre eux malgré tout. Lorsqu'on parle de la métropole du Grand Paris, on parle d'une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe 131 communes, la zone la plus dense de l'Île-de-France, 7,2 millions d'habitants, et ce territoire produit 26% du PIB national. Et donc on en parle plus souvent à propos dans des colloques sur la Smart City, ou bien comment accueillir les entreprises que le Brexit va faire fuir. La métropole du Grand Paris, donc, qui est cette entité qui, si l'entité elle-même n'est pas très puissante, représente une très forte puissance économique, a deux fragilités majeures. La première fragilité, c'est la fragilité de sa résilience, une très faible résilience. Les crises climatiques et leur accélération montrent à quel point cette intensité urbaine pose des problèmes nouveaux. Nous sommes un territoire quasiment totalement imperméabilisé, avec des risques d'inondation, avec des sécheresses de sol. Nous avons des surchaleurs dans les îlots de chaleur urbains qui atteignent 4, 5, 6 degrés parfois dans des périodes déjà caniculaires. Des enjeux de santé liés aux pollutions atmosphériques. Nous allons mettre en place au mois de juillet une zone à faible émission face à ces sujets. Donc cette question de la faible résilience est une question majeure, 2% d'autosuffisance alimentaire. Beaucoup de nos déchets non recyclés, non réutilisés et plutôt envoyés en incinérateur. Il y a là un défi qui est un défi énorme pour que cette métropole soit demain plus résiliente et donc plus agréable à vivre et capable de faire face aux défis que cette crise climatique, aux défis de l'adaptation, de la lutte, mais aussi de l'adaptation à cette crise climatique. Deuxième défi principal, celui de l'inclusion. Je ne connais pas de métropole qui soit une métropole inclusive. Aujourd'hui, ces métropoles, qui comptent souvent parmi les territoires les plus riches, sont aussi les territoires qui présentent les plus grandes inégalités territoriales et sociales. La métropole du Grand Paris n'échappe pas à ce constat. Si nous sommes le territoire le plus riche, nous sommes également celui où la misère est la plus grande dans une partie des territoires métropolitains et le revenu moyen par habitant parmi les plus faibles, aggravé par ailleurs par des niveaux de loyer et d'accès au logement très, très élevés. J'ai écrit il y a quelques mois, je fais une page de publicité, une tribune qui s'appelait « La métropole demain sera verte ou invivable », qui exprime mes convictions. Je le dis parce que je ne vais pas vous la citer, mais n'hésitez pas à vous y référer. J'évoquais d'ailleurs la nécessité que les acteurs privés soient aussi contributeurs à cette métropole résiliente que nous devons appeler de nos voeux et construire. Je pense qu'il faudrait écrire, sans doute certains l'ont fait en partie déjà, une tribune sur le thème comment la métropole peut-elle être inclusive et à quelles conditions, car vous avez évoqué tout à l'heure en introduction la crise des Gilets jaunes. Cette crise a assez peu impacté la métropole du Grand Paris, mais il y a une autre crise en 2005 qu'on a appelée une crise des banlieues, et je dois vous dire que la fragilité sociale de nos territoires, j'étais maire pendant 20 ans d'une ville proche qui s'appelle Arcueil, la fragilité sociale de nos territoires, on se demande lorsqu'on est maire chaque jour ou chaque année comment au fond tout cela peut tenir, et d'autant plus comment ça peut tenir s'il n'y a pas des actions d'insertion, des actions de solidarité et des actions de citoyenneté développées sur ce périmètre. Alors l'agriculture urbaine, les agricultures urbaines, pour reprendre le pluriel que revendique à juste titre Christine Aubry, peuvent ouvrir des perspectives sur ces deux enjeux climatiques, de résilience et sociale. Sur les enjeux climatiques, c'est une opportunité de circuit court. Il faut savoir par exemple que les émissions de CO2 liées à l'alimentation représentent 23% des émissions de CO2 de la métropole.
mais il faut rajouter à ces 23% à peu près 21% sur le transport. Donc on est sur plus du tiers et quasiment 40% des émissions de CO2 qui sont liées à la façon de nous nourrir. La distance des aliments contenus dans notre assiette est passée en un siècle de 150 km à 660 km en moyenne. Il y a un sujet sur ces enjeux climatiques de lutte contre les îlots de chaleur, de désimperméabilisation. Je n'y reviens pas. L'enjeu alimentaire, aujourd'hui, la mauvaise nourriture est une règle. On est en train de parler d'une aide à ce que dans toutes les restaurations scolaires, il puisse y avoir des repas à 1 euro. Enfin, ça obligerait sans doute la ville de Paris et la mienne à augmenter les tarifs minimums si nous devions le monter à 1 euro. En tous les cas, c'est un sujet. Nous savons, lorsque nous sommes élus locaux, qu'un grand nombre d'enfants arrivent le matin à l'école le ventre vide et comptent plus sur le repas de la restauration scolaire, dit de la cantine, que sur le repas familial pour équilibrer leurs apports alimentaires. Il y a une inégalité croissante. On mange souvent, lorsqu'on est pauvre, moins bien, évidemment, avec des produits de moins bonne qualité. Donc, les jardins familiaux, qui au fond sont nés d'ailleurs dans cette idée de permettre aux travailleurs d'avoir aussi leur propre production, peut-être de les décrocher du bistrot, on disait à l'époque, au début du XXe siècle, mais aussi de leur permettre de se nourrir, eh bien, se réinvente aujourd'hui sous la forme des jardins partagés, des jardins familiaux aussi, et puis de beaucoup de projets. Je ne vais pas m'y étendre puisque Christine Aubry a présenté assez rapidement cette diversité. Je voudrais citer des projets très politiques, je pense aux agrocités à Bagneux, à Gennevilliers, les projets professionnels d'agriculture urbaine, les projets d'AMAP. Il y a par exemple dans mon département des AMAP installés dans des parcs départementaux. Donc on voit des collectivités territoriales qui décident. La ville de Paris l'a fait avec les pariculteurs et beaucoup d'autres sites. Ma ville, Arcueil, a décidé d'être une ville comestible. C'était un de nos slogans des élections. On voit beaucoup de collectivités qui décident de mettre des espaces, des friches ou des terrains à disposition des citoyens pour qu'ils produisent eux-mêmes, soit professionnellement, lorsqu'on est dans les pariculteurs, soit socialement, disons, entre groupes de personnes, de quoi se nourrir. Actuellement, l'autosuffisance alimentaire de la métropole du Grand Paris, c'est 2%. Nous visons dans notre plan climat un objectif de 5%, 15% sur les fruits et légumes. Il faut savoir que nous avons, dans les 20 dernières années, consommé 1500 hectares de pleine terre sur le périmètre métropolitain, dont 1200 hectares de terres agricoles. Il ne reste que 2000 hectares de terres agricoles sur ce périmètre métropolitain. Nous avons fixé dans le plan climat un objectif très ambitieux, recréer 3000 hectares de surface cultivable en pleine terre, en toiture, en bac, dans les parkings. C'est un objectif très ambitieux, mais si nous atteignons ces 5%, nous voyons bien qu'il restera 95% de l'agriculture à importer, de la nourriture à importer. Et je voudrais réagir à ce que vous disiez en introduction. La métropole doit absolument nouer un pacte avec les territoires ruraux. L'agriculture urbaine est fondamentale. Elle ne peut pas être le cache-sexe de la consommation des terres agricoles environnantes au profit de projets de développement, certains un peu fous. Je pense notamment à celui d'EuropaCity, très proche de nous. Elle doit être une action complémentaire qui redonne des expériences de nature aux urbains que nous sommes, qui repose la question des liens entre ces urbains et les paysans ou les agriculteurs qui nous nourrissent, et au fond du débat sur la façon dont nous voulons nous nourrir en aliments sains, avec confiance, et peut-être dans des réseaux plus courts, c'est nécessaire au plan carbone, c'est nécessaire aussi en termes de confiance entre les consommateurs et les producteurs. Voilà en gros quels sont les enjeux. Donc la métropole a choisi de soutenir à ce stade toutes les formes d'agriculture urbaine, celle low-tech et celle high-tech. Nous finançons la tour maraîchère de Romainville, nous finançons des jardins partagés chaque semaine, et nous organisons toute cette année des rencontres agricoles du Grand Paris, la prochaine étant effectivement mercredi soir
à Maison-Alfort, à l'école Veto, sur la place des animaux en ville, pour définir notre propre politique. Il nous a semblé utile, au fond, de dialoguer, c'est notre grand débat, nous, commencer par dialoguer avec les chercheurs, les universitaires, les professionnels, les associations et les citoyens, avant d'arrêter une politique publique que nous arrêterons dans la foulée. Nous enchaînerons d'ailleurs ce travail sur les rencontres agricoles, avec un travail sur l'alimentation de la ville. Nous venons de recruter Marie Aboud, qui est dans la salle, pour nous accompagner dans la définition d'une stratégie territoriale. La métropole, c'est plutôt une institution qui élabore des schémas. Elle n'a pas de maîtrise d'ouvrage propre. Ce sont les communes qui ont la maîtrise d'ouvrage, qui fournissent des millions de repas aux enfants des écoles, aux personnes âgées dans les EHPAD, mais quand on voit la puissance de la commande publique que représentent ces 131 communes, on peut imaginer nouer des pactes avec ces territoires ruraux qui par ailleurs se dévitalisent, avec les paysans et les agriculteurs, j'aime bien le terme de paysans, qui ont du mal à boucler un salaire et à être rémunérés pour leur production, et qui dont souvent l'agriculture a été orientée au fond par la financiarisation et par l'internationalisation des marchés. Si vous avez acheté une baguette ce matin pour déjeuner, alors que nous avons énormément de terres céréalières en Île-de-France, il n'est absolument pas sûr que cette baguette ait été produite avec des céréales franciliennes, et ça peut avoir été produit avec des céréales importées d'autres pays, ce qui est quand même, lorsqu'on pense à la gravité de la crise climatique, une aberration absolue. Donc voilà, sur le volet agriculture urbaine, encore une fois, nous visons, le développement de circuits courts, la sanctuarisation des surfaces agricoles existantes dans notre futur SCOT, le développement de ces 3000 hectares, la valorisation locale des déchets organiques, c'est un sujet très important. Pendant longtemps, Paris, la métropole, ont renvoyé leurs déchets vers les territoires avenants, qui étaient vers les territoires proches, qui étaient au fond nos territoires, nos exutoires. Il convient d'inverser, de penser ces relations désormais en termes de solidarité, de stratégie gagnant-gagnant. Un mot sur les sujets de l'insertion qui, encore une fois, ne sont pas au cœur de ma délégation, mais la métropole y travaille notamment autour de l'économie circulaire et d'un lien qu'elle souhaite structurer avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes membres du réseau OSER. Nous allons lancer un pariculteur, un grand pariculteur, après le pariculteur 3 qui vient d'être initié. Et cette question de l'insertion est une question majeure. Dans les rencontres agricoles, on nous a posé à chaque réunion, mais au fond, y a-t-il un modèle économique pour l'agriculture urbaine? Et les gens qui posaient cette question considéraient que l'agriculture ne devait être rémunérée que par la vente des produits qu'elle génère. Eh bien, je voudrais dire ici que cette question mérite d'être posée socialement, et c'est très bien que vous le fassiez, parce que l'agriculture urbaine, certes, nourrit des personnes par les produits qu'elle génère, elle nourrit aussi du lien social et de la fraternité lorsqu'elle s'occupe au pied d'une cité de rassembler des gens d'âge et d'origine différentes pour produire ensemble, pour travailler ensemble la terre. Elle nourrit de la biodiversité lorsqu'elle s'installe en pleine terre et qu'elle permet des continuités. Elle apporte des externalités positives en termes climatiques. Elle permet aussi de lutter contre la désimperméabilisation. Enfin, elle est très peu subventionnée par les collectivités, mais cela mériterait peut-être de l'être plus pour ces services écosystémiques qu'elle rend. Et aussi parce que, paradoxalement, très souvent, lorsque des villes allouent des friches à des associations ou à des groupements professionnels, eh bien, au fond, nous faisons une économie, car si ces friches devaient être en gestion publique, comme espace vert, comme pelouse, etc., il conviendrait bien d'avoir des salariés qui en prennent soin, et les confier à une association, c'est au fond faire un tableau gagnant-gagnant. Les gens pourront se nourrir, ils pourront également rendre ces services que la collectivité n'organisera plus par elle-même, même si, à l'évidence, nous souhaitons aussi que la collectivité ait ses propres actions et sa propre politique. Donc, marier inclusion sociale et services écosystémiques, c'est sans doute un modèle du futur qui peut répondre à beaucoup des enjeux que la crise climatique et la crise sociale nous posent.
Merci beaucoup. Puis je vous remercie pas complètement parce que vous avez fait l'intro et la conclu en même temps de la journée. Donc bon, je sais pas ce qu'on va se raconter dans ce qui reste pour le reste de la journée. C'était absolument passionnant. Peut-être c'est tellement passionnant. Alors j'ai vu que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que Pascal Mayol est là, co-rapporteur de la saisine du Conseil économique et social environnemental sur l'agriculture urbaine avec Étienne Gagnuron de la FNSEA. Donc ravi que vous soyez avec nous. Est-ce que éventuellement il y a une ou deux questions? C'est tellement passionnant et tellement intéressant où personne n'ose lever la main et en ces cas-là on passe directement à la table ronde. Moi j'aurais plein de questions, mais enfin parce que je sais que vous devez nous quitter malheureusement. Pascal, oui. Alors peut-être un micro, si quelqu'un peut lui donner un micro. Merci. Donc Pascal Mayol pour la Fondation Nicolas Hulot que je représente au CESE. Et effectivement, je travaille sur une saisine sur l'agriculture urbaine en ce moment, aux côtés d'Étienne Gagnuron. J'ai une question par rapport à tout ce que vous nous avez dit qui est effectivement passionnant. C'est qu'en fait, on assiste à la fois à un besoin impérieux, et vous l'avez cité, de préserver les terres périurbaines et rurales sur lesquelles grignote la ville, et en même temps de pouvoir préserver au sein de la ville des espaces verts pour des corridors écologiques, pour l'agriculture urbaine en pleine terre, etc. Et parfois, notamment en fonction de certains rapports qu'on peut lire et recommandations, c'est un peu antinomique, c'est-à-dire qu'on nous invite à densifier la ville pour éviter justement d'aller grignoter sur le périurbain, et en même temps on nous invite à aérer la ville pour les raisons climatiques, pour faire de l'agriculture urbaine, etc. Et ça, moi je ne sais pas comment le gérer. C'est un des gros soucis que je rencontre dans cette saisine, et voilà, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Je vous adresserai, si vous me laissez vos coordonnées, le texte que j'ai publié. La question qui m'a été posée, c'est est-ce que c'est un oxymore? Alphonse Allais disait qu'il faudrait mettre les villes à la campagne. Et en tous les cas, c'est un défi, vous avez parfaitement raison. Et il y a des injonctions contradictoires. Par exemple, la métropole doit construire 38 000 logements par an pour respecter ses obligations. Et puis, par ailleurs, il y a des besoins d'hébergement et de logement qui sont réels. Eh bien, il faut concilier urbanité et intensité de la nature, intensité urbaine et intensité de la nature. Je suis profondément écologiste, mais je pense qu'il faut accepter, lorsqu'on est en ville, de densifier un peu la part du bâti, de ne plus bâtir sur les terres jugées les plus rentables. C'est le sujet majeur est celui-là. Il faut donner de la valeur aux terres non bâties, la valeur par les services écosystémiques qu'elles rendent, par les îlots de fraîcheur qu'elles constituent, par les îlots d'infiltration des eaux pluviales, par l'infiltration des eaux pluviales qu'elles permettent, par la nourriture qu'elles permettent, et donc accepter que le bâti lui-même puisse être un peu plus dense et puisse par ailleurs intégrer en architecture, on voit les tours maraîchères de Milan, on voit naître des toitures plantées qui se développent à grande vitesse. Donc je pense que ce paradoxe est assumable. Il n'est pas facile à assumer, et la grande difficulté, c'est là-dessus que je terminerai pour répondre à votre question, c'est qu'aujourd'hui, au fond, toute personne qui construit la ville, un élu ou bien un promoteur ou un aménageur, cherche aussi à avoir un bilan financier équilibré. Et donc je crois qu'il faut que des règles définissent les obligations de pleine terre et les obligations d'équilibre entre l'urbain et la nature. Le SCOT de la métropole du Grand Paris va s'attacher à définir ces règles et à rendre obligatoire la préservation, par exemple, des terres agricoles. Il conviendrait aussi, à mon sens, que des règles financières souligne les bienfaits et les rémunère. Moi, j'ai proposé, par exemple, que tout projet construit sur la métropole du Grand Paris, tout projet privé ou public, consacre à minima 5% de son budget de construction à la naturation du périmètre sur lequel il intervient. Pas à une compensation en forêt de Fontainebleau ou je ne sais où, mais à une compensation ou un renforcement de la nature sur place. On voit d'ailleurs que des grands promoteurs, des grands groupes nous demandent de plus en plus à intégrer des sujets d'agriculture urbaine ou d'espaces verts, mais de plus en plus d'agriculture urbaine, parce qu'ils en ont compris à quel point la demande sociale était forte. Donc il faut des aspects réglementaires, si je peux me permettre. Je serais très intéressé à discuter avec vous, mais aussi des règles financières, car sinon la nature perd toujours, elle ne paye pas de droits à construire, et donc c'est toujours elle qui est perdante dans les arbitrages. Merci.